Bonsoir à tous. Nous sommes le 27 mars 2022. Le monde va mal. Le poids de la vie sur Terre, la biomasse, des arbres aux insectes, aux virus, a été dépassé par le poids des fabrications humaines, la masse anthropique. Le poids des êtres humains correspond à 0,01% des 1120 gigatonnes, le poids de l'ensemble du vivant. L'humanité a fabriqué à ce jour 1154 gigatonnes de béton, briques, agrégats, métaux, bitume ou plastique. Les 8 gigatonnes de plastique, par exemple, correspondent au double du poids du règne animal, 4 gigatonnes. Aujourd'hui, l'humanité produit 30 gigatonnes anthropiques de plus par an. C'est l'équivalent du poids de chacun d'entre nous qui est produit par semaine. Je fais ce Twitch sur la scène française, sur les peintres français de la scène française vivant. Il y a 2 semaines, on avait Damien de Roubaix. On devait avoir Eni Halfdan, mais il a eu un contretemps familial. Et donc, on a la chance, la joie et le plaisir de recevoir Jérémy Liron. Bonjour Jérémy. Et bonjour. Alors, pour une fois, c'était chouette parce qu'on a pu se voir ensemble cette semaine. On était à Saint-Étienne dans un espèce de colloque ou de cercle de réflexion à propos qui s'appelait Peinture d'après, dessin d'après, organisé par Romain Mathieu et Anne Favier à l'école des Beaux-Arts de Saint-Étienne. Et c'était très chouette de voir de voir des peintres en vrai. C'était très, très chouette. Il en Voilà. reste. Alors, pour ceux qui sont sur Twitch, vous pouvez poser des questions à Jérémy en direct et on lui posera les questions à la fin de notre émission. N'hésitez pas à les poser au fil de l'émission parce que à la fin, c'est toujours il y a un peu trop de questions au même moment et on est un peu perdu. Voilà. Et vous pouvez retrouver notre émission qu'on est en train d'enregistrer sur la chaîne YouTube des Apparences. Vous tapez Les Apparences dans YouTube et vous tombez sur cette interview, mais également sur plein d'autres interviews. On est arrivé à 50 000 vues, ce qui est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est déjà plus que le compte YouTube de Anne Hidalgo. Alors, c'est un peu triste, mais voilà, c'est comme ça. Désolé. Et donc, n'hésitez pas à partager également les émissions qui vous ont plu, dont celle-ci, puisque je suis sûr qu'elle va vous plaire. Voilà. Alors, Jérémy, je t'ai demandé de me proposer 5 de tes peintures qui résument ton travail et ton parcours. Et donc, on va commencer avec un tableau qui date de 2005, qui est un tableau de la Maison du Fada, voilà, qui s'appelle Paysage 5, qui fait 1,20 m sur 1,20 m, qui est une huile sur toile sous plexiglas. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, si j'avais dit non, on s'arrêtait là. Ouais. Non, je joue le jeu. Effectivement, c'est un tableau que j'ai sélectionné pour la présentation, parce que même s'il commence à dater un petit peu, je m'aperçois rétrospectivement qu'il porte en germe un petit peu pas mal de choses que je travaille encore aujourd'hui, choses que j'ai travaillées sans en avoir vraiment conscience, je pense, à cette époque-là. Et donc, c'était une époque où je ne pensais pas pousser la série au-delà d'une dizaine de tableaux, sans doute, sur le paysage. Aujourd'hui, j'en ai plus de 200, je crois, donc je me suis laissé embarquer par la chose. Et c'était un moment où je m'intéressais beaucoup à l'architecture, comme point de pivot dans le paysage, point qui punissait presque l'étendue et fixait quelque chose. Point aussi qui crée une présence frontale, qui crée presque une sorte de tableau dans le tableau, ce qui m'intéresse à ce moment-là. Et où j'articulais, mais ça sera plus évident dans d'autres tableaux, le végétal et le bâti, comme un dialogue de gestes et de formes. À l'époque, tous les tableaux étaient de format carré, comme celui-ci, 120 par 120 cm, format qui était ni trop petit ni monumental, qui était un peu à l'échelle du corps. Ils étaient tous présentés également sous plexiglas. Alors, c'est quelque chose qui vient peut-être du fait que je m'intéressais à la photographie de Thomas Ruff et ses grands tirages sous diasèque, par exemple, à une certaine mélancolie, donc une mise à distance. Je voulais créer un objet pictural, réellement, quelque chose qui est une présence massive dans l'espace, donc avec la caisse en bois, l'épaisseur et la vitre. La caisse en bois, on est d'accord que c'est toi qui la fabriques tout seul? Et oui, alors maintenant, ouais. je ne fais plus mes châssis maintenant, je les commande. Mais à l'époque, tu faisais tes cadres tout seul et tout ça, quoi. C'était important pour toi, quoi. Ouais. Oui, je fais ça encore. Je ne fais plus les passages à colle de peau pour enduire mes toiles, mais je continue à faire 2-3 choses. Et aussi,
j'ai fréquenté l'atelier Bustamante aux Beaux-Arts de Paris. Et je pense que peut-être une influence aussi de cette esthétique-là, de la distance. Et quand je le regarde aujourd'hui, je me dis que j'étais quand même un petit peu sauvage dans le traitement. Je vois que ça coule, ça déborde. Voilà. C'est d'après photo ou c'est Alors effectivement, je prends beaucoup de photographies dans mes déplacements. À l'époque, il m'arrivait de les retoucher d'abord, de les retravailler par Photoshop afin d'établir des compositions, peut-être d'effacer des choses et d'en rajouter d'autres. Maintenant, j'ai tendance à faire la transformation directement en passant sur la toile sans préalable. Mais oui, l'esthétique photographique et la focalisation photographique est encore assez présente. Mais il y a aussi un truc quand même un réalisme un peu entre deux, parce que tu as aussi le côté lâché de la main. Tu prends une architecture qui est quand même très rigide, et tu as ce côté, on va en parler, je pense, au fil des tableaux, mais il y a quand même ce truc de garder la main presque humaine dans les lignes droites ou des choses comme ça. C'est-à-dire que tu vas pas utiliser des gros scotch ou des trucs comme ça. Et ça, tu penses que c'est un choix ça s'est fait comme ça, ou c'est un truc qui est important pour toi de garder même là, les couleurs, alors tu vas me dire que tu n'as pas fait exprès, mais je pense pas. Je pense que c'est fait exprès. Donc, garder ce côté matériel, quoi. Côté, c'est ça. D'un coup, ça ramène une modernité aussi, en sens culturel. C'est une culture presque de l'art abstrait ou des choses comme ça. Oui, j'ai beaucoup de références. Enfin, quand je peins cette façade-là, j'ai en tête, notamment sur la partie droite, Sean Scully, Ouais. qui lui aussi a une souplesse dans le tracé, dans ses grilles. Et puis, j'ai des références plutôt dans des peintres, pour des peintres expressionnistes, du moins qui laissent une bonne part à la matière picturale. J'aime aussi un petit peu jouer avec l'aléatoire, c'est contrôlé évidemment, Bien sûr. ce qu'on garde ou ce qu'on ne garde pas. Et avec l'illusion, puisque effectivement on a une perspective presque traditionnelle par moment, qui fait qu'on peut se projeter dans l'image physiquement. Et puis, il y a plein d'éléments qui viennent trahir la planéité ou la surface. Les coulures en font partie. Mais quand on regarde les bandes grises et blanches verticales qui sont presque au centre de l'image, elles sortent de la perspective traditionnelle et du tableau, de l'illusion, pour venir affirmer une frontalité, une planéité accusée. Et qu'est-ce que tu cherches dans ce jeu-là entre les deux, alors? Tu saurais le dire ou... Moi, il y a un côté, il y a une espèce de présence, absence comme ça, enfin un truc où ça se... D'un coup, on est ramené à la surface, d'un coup, on est dans l'espace, d'un coup, on est dans le figuratif, d'un coup, on est dans un truc beaucoup plus d'énergie ou de... C'est quelque chose comme ça, de cet Oui. ordre-là? Ouais. Les choses, il y a un va-et-vient, hein, les choses se retournent perpétuellement sur elles-mêmes. Mmh. Entre la magie que l'on connaît de la figuration, il y a quelque chose même succincte au départ quand on jette l'esquisse et qu'on voit apparaître quelque chose qui sort de la surface et qui renvoie à autre chose que le geste lui-même. Il y a quand même une fascination qu'on a un peu, enfin, tous les peintres figuratifs sans doute partagent. Ouais, de se faire peur un peu avec le réel, quoi. Ouais. Voilà. Et puis un goût pour la matière, la sensualité de la pâte. Je crois que toi souvent, tu fais référence à ça, une phrase presque baudelairienne, hein, de prendre la boue et d'en faire quelque chose. Donc, sans doute, c'est là-dedans. Et puis, il y a quelque chose d'ordre, je dirais, phénoménologique, avec la question de l'apparaître, la chose qui semble apparaître, qui, au moment d'apparaître, est presque en train de disparaître. Notamment, moi, j'ai été marqué par cette expérience du trajet en voiture, en train, et ces images qu'on capte, mais qu'une fraction de seconde, quoi. Et cette présence-là, furtive, passagère, j'essaie de la retranscrire après dans l'espèce d'espace sidérant de la frontalité du tableau qui rappelle les Fayoum, quoi, l'espèce de ce mouvement-là qui vous regarde et qui vous traverse. Donc il y a souvent des perspectives légèrement tordues, biaisées, gauchies, qui sont presque une contraction, une compression de plusieurs points de vue, plusieurs moments en une image. Ok. Alors, on va passer au deuxième tableau qui s'appelle Paysage 23, où tu nous parlais, donc il fait encore son 20 sur 120. Il date de 2006. Et là, tu nous parlais de végétal et de minéral. Et bien voilà, on y est. Ouais. Avec cette grand feu d'artifice germinatif de la plante. Oui,
On ne sait plus quel est le sujet d'ailleurs, c'était ça qui m'intéressait, m'amusait à l'époque. Mmh. Qu'est-ce qu'on regarde? Parce que c'est cadré ni sur l'un ni sur l'autre. Donc, on ne sait même pas si on regarde un paysage ou simplement des jeux de peinture avec des masquages, des coulures, des gestes. Enfin, Oui, parce qu'en bas à droite, c'est vraiment de la peinture, c'est vraiment de lâcher. Pour le coup, il n'y a même presque pas de figuration. Enfin, on ne sait plus trop où c'est on est, ça. quoi. Ouais, ouais. On peut faire dialoguer les deux comme ça. Mmh. Comme je fais dialoguer le dessin et la matière ou la forme. Euh, on est encore dans la même période, effectivement, donc on est dans le même principe, des tableaux qui sont encore sous plexiglas. Et le précédent déjà marquait quelque chose qui s'est accusé davantage à partir du paysage 22-23 par là-bas. C'était que j'ai commencé par faire des tableaux qui étaient plutôt tristounés, puisqu'on était en banlieue parisienne, un peu gris, des choses qu'on ne regardait pas Mmh. bien, plutôt des barres d'immeubles autour de Sarcelles et Vigneux-sur-Seine pour les premiers. Et le paysage numéro 5 vu précédemment était un écho à mes origines marseillaises. Mmh. Et je me suis demandé, à partir de 2005, puisqu'il y avait les émeutes à Paris, ça flambait dans les banlieues, et certains avaient peut-être eu une vision un petit peu sociologique de mon travail, en disant, tiens, quelqu'un qui regarde ce qu'on ne voulait pas regarder, qui s'intéresse à l'actualité avec une peinture sur tableau classique à l'huile. Et ça me semblait un peu réducteur comme point de vue. Ce n'était pas tout à fait ce que je voulais travailler seulement. C'est peut-être une dimension, mais pas unique. Et je me suis dit, est-ce que si je m'attache davantage avec une nostalgie un petit peu pour ces paysages du Sud et de l'enfance, est-ce que ça tient encore ou est-ce que mon Mmh. travail ne tient qu'à cette dimension sociologique d'actualité? Donc je me suis tourné vers ces sujets plus méditerranéens, balnéaires, traités de manière encore un petit peu sauvage, avec des choses qui s'affirment encore dans des paradoxes dans la manière de peindre, notamment si on regarde les petites fenêtres de carreaux noirs qui sont à l'arrière-plan dans le bâtiment. Mmh. Il faut se dire que c'est un fond gris et j'ai peint des petits carrés noirs sur ce fond gris en laissant en réserve presque ce qui pourrait être les montants des fenêtres. Donc il y a quelque chose d'un retournement d'une peintre Ah à oui, c'était l'envers. arrivé de faire ça avec les grilles aussi. Ça, il y avait un tableau que j'ai exposé où il y avait ce jeu-là avec la grille, ouais, je m'en souviens. Ouais. Effectivement, la grille, je peins Ouais. l'intervalle et la Ouais. grille, c'est le fond qui revient à la surface. Et même le bleu du ciel qui semblerait être naturellement de manière atmosphérique la, la couleur la première tout au fond, Ouais. c'est en réalité la couleur qui vient en dernier puisqu'elle vient cerner les volumes. Ah oui, d'accord, tu mets le ciel à la fin, quoi. C'est ça. Bon, ça, on conseille aux jeunes peintres de pas jouer à ça. S'il vous plaît. Parce que des fois, ça peut être pénible, hein. Quand ça Oui, ressort trop. Ouais. dans les peintres de Provence Voilà, ouais. que je voyais quand j'étais enfant, et j'accrochais, enfin je pensais que c'était la peinture qui existait, c'était ça, parce que je n'avais pas de culture de l'art contemporain et moderne, et Ah même oui. classique. Je faisais souvent ça, mais pour le pire et pour le meilleur, oui. Et là, pour ce tableau-là, par exemple, tu avais déjà une composition très nette en tête ou ça s'est fait un peu. Parce qu'on a l'impression que c'est presque, encore une fois, que le tableau a poussé de lui-même, quoi. Il y a des choses. Enfin, par exemple, j'arrive pas à savoir comment tu as conçu ou a eu l'idée de ce qui se passe en bas à droite, quoi. Voilà. Oui. C'est ça que je me suis Alors, demandé, c'est comment ça a poussé, quoi. Voilà. moi, je considère que le tableau est une arène, hein, pour reprendre une Ouais. formule d'expressionniste abstrait. C'est-à-dire que même si je pars de photographie, même si j'ajuste la composition par la photographie, et Mhm. qu'ensuite je réalise des tirages que je peux ensuite recadrer en les pliant sur eux-mêmes, en les retouchant, c'est quand je pars sur la toile que tout peut se passer. Donc, c'est le geste, l'accident qui peut inviter des surfaces, et puis je peux décider de m'arrêter en un cours de route avec des parties plus esquissées que d'autres. Et c'est une durée de production qui est longue ou pas? Enfin, de production, de fabrique, enfin voilà, ça met du temps à faire ou c'est assez. C'est une question piège. À chaque fois, on nous demande combien de temps vous mettez pour faire vos Non, parce tableaux. qu'évidemment qu'il y a pas, on sait bien qu'il n'y a pas que la fabrique même, mais c'est juste avoir une idée de la temporalité. Est-ce que tu passes beaucoup de temps à regarder le tableau ou. Alors, pour faire quand même la réponse complète de la temporalité, ça part de ces moments de photographie où déjà un Mhm. pré-tableau commence à se former dans l'œil. Ces choses sont un peu méditées pendant longtemps. Mhm. Donc, les photographies peuvent traîner dans Donc tu les l'atelier. Donc, imprimes et tu les c'est laisses, ça. Elles et tu peuvent laisses traîner. traîner. Ouais. Je peux décider que ce que j'avais cru juger, ce que j'ai cru voir d'intéressant ne l'est plus, ou finalement, ou le désir peut-être passé, et je les abandonne. Il y en a d'autres qui reviennent, donc il y a une espèce un temps de sédimentation comme ça.
Et ensuite, tous les tableaux commencent par une primaire, une primature, comme on peut dire, donc une couleur de fond qui va donner sa température générale et qui va apparaître à plusieurs endroits sous forme de réserve. Il faut laisser sécher ça, on sait la peinture à l'huile quelques jours. Et ensuite, il y a des moments de séchage qui nécessitent de s'arrêter à des étapes intermédiaires. Et puis, je travaille plusieurs tableaux en parallèle en réalité. J'en laisse certains de côté quand justement ils sont en cours d'élaboration. Et ça peut s'étaler comme ça sur des semaines, voire des mois. Et là, par exemple, le grand geste structurant que tu as fait, ce sol blanc avec des béances, ça, ce n'était pas quelque chose qui était prévu. Non. Non, voilà, d'un coup, tu as trouvé une solution plastique, ça flottait un peu trop et hop, tu as mis un truc comme ça très… Oui, j'imagine. Oui. Rien n'est prémédité vraiment. Encore une fois, même si on pourrait se dire quelqu'un travaille d'après photo, donc il sait ce qu'il va faire, et puis in fine, le tableau ressemble plus ou moins à la photographie, par certains aspects en tout cas. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment la figuration en elle-même. C'est la dérive. L'enjeu n'est pas là. C'est cette présence que tu évoquais tout à l'heure, plus charnelle ou physique, et qui nécessite toutes sortes de détours. Donc, il m'arrive souvent de monter une image rapidement, relativement, mais de la détruire ensuite, c'est-à-dire de rejeter des jus de térébenthine, de repasser certaines parties, d'en effacer d'autres, et de nourrir ça couche à couche. Donc, c'est beaucoup plus laborieux. Et là, la coulure, toi, peu après, on va voir que tu l'utilises moins, mais c'est quand même quelque chose qui était important pour toi à l'époque, ou c'était un… Oui, il y avait sans doute quelque chose d'un peu romantique, mélancolique, ces choses-là qui pleurent un peu. L'image qui est au bord de se défaire, qui est en même temps en train de se construire, de se solidifier, mais qui est en même temps flottante et fragile. J'aimais assez l'instinctif et puis l'aléatoire, et accuser cette frontalité, encore une fois. La coulure, elle coule sur une surface. Et alors là, on va passer au troisième tableau, qui est un tableau très ambitieux, puisqu'il fait 2,46 m sur 3,69 m. Donc, je n'ose même pas imaginer le truc de la conception que ça a dû être, parce que, encore une fois, c'est des huiles sur toile sous plexiglas. Donc, en morceaux, tu as composé ça. Donc là, j'imagine que c'était quand même déjà un petit peu plus, un peu moins flottant peut-être que ce n'est pas le cas, mais… Ah, ok. Bon, bah non, pas si déterminé que ça. Hein. Je ne travaille jamais par… Il n'y a pas de mise au carreau, il n'y a pas de projection. Voilà, tout ça part comme ça à main levée. Mais donc, tu mets les 4 tableaux les uns à côté des autres, ou comment ça se passe? Parce que les là, il y a un jeu les uns à côté des autres. Je crois qu'ils faisaient exactement la taille du mur de l'atelier. D'accord. Et même que ceux du bas étaient posés par terre, un peu inclinés, parce qu'il devait manquer 2-3 cm de hauteur sous plafond. Et là, il y a un jeu de décalage aussi de béance presque, avec les cadres, quoi. C'est-à-dire tu penses à cet espace-là, quoi. C'est-à-dire que je m'étais fixé cette espèce de protocole du tableau standard 120-120, et là, je l'ai utilisé comme un module pour composer des tableaux plus grands. Ça m'est arrivé 2, 3, 4 fois de faire des compositions comme ça, de plusieurs tableaux qui s'assemblaient. Et je me suis rendu compte, en travaillant ça, qu'il y avait un jeu à jouer entre la figuration et le caractère concret du cadre, donc des lignes dessinées, des lignes réelles de rupture. Et incidemment, j'ai joué cette mise en abîme de plans l'un sur l'autre, de cadres, de fenêtres imbriquées, qui mène à un horizon plutôt trouble de cette espèce de forme informe de grande masse végétale. Redoublé encore parce que chaque tableau est sous plexiglas, donc à ce moment-là encore, chaque tableau est encadré séparément, donc ces lignes de bois qui viennent jouer. Et donc on voit à travers une baie vitrée qui elle-même donne sur une terrasse avec un muret et une forme végétale derrière. Il y a des jeux de tremblés quand même. Tu as fait des choix de cadrage qui sont intéressants pour arriver à justement qu'il y ait des espaces qui se créent entre chaque ligne. On a presque des tableaux dans chaque tableau. C'est ça, presque à l'infini, je dirais. Oui, ça m'intéressait que ça fonctionne même presque indépendamment dans chaque partie. S'équilibre elle-même en termes d'équilibre de masse et de valeur, de surface. Et tout ça improvisé, j'y crois pas du tout. Non, pas improvisé. Disons qu'une base est là, mais on ne sait jamais ce que ça va donner. C'est-à-dire que je peux tout à fait, en cours de route, me dire que
c'est arrivé sur des grands formats que la mâche végétale était peut-être mauve à un moment donné, peut-être qu'elle était traitée de manière plus souple, le muret peut-être plus 2 centimètres plus haut ou plus bas, et puis tout ça s'ajuste par superposition de manière assez laborieuse finalement sur la toile elle-même, tout en ayant des parties qui sont très très ébauchées et que je conserve telles quelles jusqu'à la fin, notamment en partie haute si on voit le mélange de bleu, mauve, un peu grisé. Ouais. C'est une couleur très liquide qui est vraiment presque la trace, la matérialisation de l'ébauche première. Et alors là, tu as une manière de parler qui est... Alors, tu es quelqu'un de très intelligent, un peu littéraire, et donc tu as une manière de parler qui est très, on va dire, analytique sur ton travail. Est-ce qu'on peut être d'accord sur le fait que là, tu nous racontes ça presque a posteriori? C'est-à-dire que sur le coup, c'est pas forcément comme ça que tu penses, quoi. Je dis ça parce que c'est une manière c'est une incompréhension que souvent ont les gens par rapport à la peinture, et des gens qui savent, et des peintres qui savent parler de leur travail, c'est que ça vient après, en fait. Ça vient pas avant. Tu n'étais pas en train de dire, oui, je vais faire ça pour faire ça, voilà. Tu découvres ce que tu es en train de faire, quoi. Ouais. Exact, pardon. Non, mais je dis ça parce que c'est une précision, parce que comme tu en parles très très bien, je voudrais pas qu'on croie que tu es super, tu vois, c'est beaucoup plus sauvage que ça, quoi, voilà. Ouais, ça fait 2 fois qu'on me dit ça. Moi, j'ai l'impression toujours d'être laborieux, mal parlé, d'être peu cultivé. Non, c'est pas très bien. Ouais. Mais si ça passe, si ça fait illusion, c'est bien quand ça me rassure. Beaucoup de complexes par rapport à tout ça. Mais non, effectivement, moi, quand je pars, j'ai des idées, mais qui arrivent dans le travail. Voilà. Je me jette presque à l'aventure, bête comme un peintre, disent certains, mais oui, ça déconnecte un peu le cerveau. Et c'est intuitivement parce qu'on est nos premiers spectateurs. C'est toujours un va-et-vient entre la main qui va se coller sur la toile et puis le recul que l'on prend pour observer à la fois visuellement ce que l'on fait, ce que l'on obtient, ce qui se passe, et essayer de réfléchir à tous les enjeux qui s'immiscent là-dedans, sans qu'on en ait forcément bien conscience, ou qu'on les ait prémédités. Donc oui, c'est un jeu rétrospectif où je cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe, parce que je ne sais pas, enfin comme beaucoup, je pense, pourquoi je fais ça, qu'est-ce que je fais. Et alors, par exemple, je donne un exemple quand même de choses où je ne te crois pas trop sur le côté instinctif non plus, enfin, où il y a quand même du goût ou de la conception dans l'histoire, parce que je vois le chambranle de la fenêtre. Voilà. Et d'un coup, il fait un écho presque musical avec les cadres gris de ton dessin. Donc ça, tu es obligé de le composer bien avant de partir comme ça. Il y a ce jeu où c'est pas totalement pareil et symétrique. Si tu avais été bête, ça aurait été symétrique, quoi. Et là, c'est légèrement décalé, ce qui fait que ça nous fait des ouvertures spéciales dans chaque tableau, dans les des 3 rangs de tableaux, quoi, quand même. Oui. Ouais. Oui, ce jeu, mais c'est jeté à grand trait. Là, il faut imaginer que je travaille avec une espèce de brosse de 50, trempée dans la térébenthine, bien diluée, et que je peins comme si j'avais un balai, bras tendus. Parfois, je pose un tasseau si je veux essayer de récupérer une ligne un peu droite, mais souvent, c'est un peu jeté comme ça. Je vois que je décale la grille et que je joue d'une grille sur l'autre. Oui, mais ça ne suffit pas. Je sais bien qu'après tout le travail d'ajustement, on a beau avoir une composition qui est à peu près correcte dès le départ. C'est un jeu subtil de relations, de matière, qui fait que pour la même composition, ça peut fonctionner ou pas. D'accord. Et la matière que tu as, elle est donc tu la nies un peu par le plexiglas quand même. Oui. Ouais. Enfin, je crée une frustration parce qu'elle est toujours au-delà du regard, toujours dans la perspective. Mais ça renvoie à la sensation que j'ai, moi, quand je fais les prises de vue au départ, quand je regarde le paysage en général, d'avoir l'impression que tout est toujours hors de portée, hors d'atteinte, et, filtré par différents calques, différentes trames mémorielles, culturelles, etc., qui interfèrent. Et là, quand tu peins ce tableau-là, tu peins les 6 tableaux en même temps, ou tu en peins un, puis l'autre, puis après l'autre? Non, tu peins les 6 en même temps. Non, tout est ensemble. Même s'il m'est arrivé de peindre un grand tableau de 6 comme ça, et puis finalement d'en enlever 2 pour partir sur une composition de 4, modifier tout ça. Non, tout est un bloc, oui. Alors, on va voir un accrochage, une vue de l'exposition Vagabondage au musée Paul Digny à Villefranche-sur-Saône, donc pas loin de Lyon, là où tu habites. Et donc là, on peut voir que c'est énorme. Voilà. On peut se rendre compte de l'échelle bonhomme, voilà. par rapport à côté du Marc des Grands Champs. Voilà. Et au Marc des Grands Champs à côté.
Et puis, on se rend compte aussi légèrement de la vitre reflets. avec les reflets, Ouais. qui sont à la fois une manière d'apporter une matérialité supplémentaire, de créer une distance. En plus, quand il s'agit d'une baie vitrée qui est encadrée et la vitre est sur le cadre et plus sur la baie vitrée, c'est encore un jeu supplémentaire. Et puis, ça joue beaucoup avec les circulations dans l'espace. Ça rejoue un peu les déplacements que je fais moi avec mon appareil photo en main, en train de chercher des cadrages, des points de vue, parce que le spectateur là est amené, pour contrer les jeux de reflets, à se déplacer et à plus être ce cyclope immobile face au tableau. Et on va passer au 4e tableau qui s'appelle Paysage 205, qui date de 2021, donc beaucoup plus récent. Et là, j'ai eu l'impression, mais alors j'avoue que je m'en veux parce que je n'ai pas vu ton exposition chez Isabelle Gounod récente, et j'ai honte. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un truc d'énergie, un regain d'énergie. Ça arrive souvent dans les carrières de peintre, comme ça, il y a des trucs, ça bouge. Là, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a sauté. Alors, j'ai appris que tu étais moins prof ou un truc comme ça. Non, mais je pense que c'est lié, hein, moi. Mais, je pense je que, vais raconter ça comme ça. Mais, que la raison, oui, ça doit être une des raisons évidentes. Ouais. Oui, puisque j'ai été prof pendant 10 ans, ces dernières années. Ce qui fait que j'étais presque un peintre du dimanche, du moins un peintre intermittent. Et là, j'ai disposé enfin, depuis un an, de plages de temps assez importantes et d'une certaine liberté mentale, peut-être d'un peu plus d'énergie aussi. Ouais, c'est un truc d'énergie, j'ai l'impression aussi. Mais... Ouais. Oui. Comme les formats des tableaux, où je travaille des petits ou des grands formats, ça dépend vraiment de l'énergie du moment où j'ai envie. Et ça s'est libéré. Celui-ci est assez radical, notamment dans sa composition également. Très beau. Ouais. Et merci. Vraiment envie de l'avoir chez soi. Mais... je crois que je l'ai encore à la maison. Celui-là, voilà. Il n'a pas trouvé preneur. On en parle après. Et voilà, je l'ai présenté dans la Drôme, celui-ci, cet été. Ouais. Drôme provençale. Et je m'inspirais des lieux sur place. Et ici, ce qu'on peut noter, parce que c'est peut-être pas forcément évident à l'image, c'est que la première couche du tableau, c'est ce jaune ocre un peu doré que l'on voit sur la droite en réserve en réalité. D'accord. Et même un petit bout de réserve sur la gauche dans le bleu. Ça, c'est la couche du fond. Le bleu, résultat. Ouais. Voilà, et là, on n'a pas de ciel, du coup, le bleu, il est sur le mur. Et là, tu as utilisé du scotch? Ça m'arrive parfois. Eh ben alors. Ouais. Mais depuis longtemps, il m'arrive parfois de mettre un petit goût de bombe. Le carré bleu, le rectangle bleu est très, très, très dur, ouais. quoi. Ouais. Et ça, lui, il est net. Voilà, ça permet de jouer avec des gestes. Certaines formes sont plus gauchy, moins strictes. On voit la ligne là entre le carré bleu, le rectangle bleu justement et le sol reflet. Et son reflet où il y a un petit tremblé comme ça qui est très beau. Voilà, parfois. Là, c'est fait à la main sans béquille. Mais parfois, il y a besoin d'empattement, parfois, il y a besoin de choses plus fluides, et parfois de lignes plus rigides et moins rigides. J'ai peu de moyens de travail, c'est-à-dire que je me suis empêché pendant très longtemps. Aucun essuyage, par exemple, c'est un geste auquel je ne m'autorisais pas. Pas de collage supplémentaire. Mais voilà, parfois, déjà, il y a un vocabulaire suffisant avec quelques pinceaux et puis un rouleau de scotch. Et ce qui est beau aussi, c'est que là, d'un coup, dans ce tableau-là, on ne sait vraiment pas où on est. C'est-à-dire, on n'a vraiment pas un sentiment de... Et tu joues beaucoup plus presque de manière abstraite, là, pour le coup, des jeux de lumière. C'est la lumière c'est comment la lumière circule sur des volumes qui fait le tableau, quoi. Ouais. Oui, ça m'arrive. Or, c'est pas on pourrait penser, vu comme ça, que c'est une progression dans mon travail depuis ces 10 dernières années. En réalité, ça va et ça vient. Il y a des tableaux plus abstraits, disons, tirant vers une frontalité, une abstraction poussée ou une géométrisation poussée. Des tableaux plus végétaux ou plus identifiables, presque, j'allais dire, plus anecdotiques. Peut-être pas jusque-là, mais oui, c'est un jeu de va-et-vient chez moi. Et j'aime bien articuler ça, même dans une exposition, faire dialoguer ces deux aspects. Et là, d'un coup, il peut y avoir c'est-à-dire que tu as peut-être deux typologies de tableaux. Ça serait le tableau qui serait frontal vers le spectateur, puis là, le tableau qui accueille le regard du spectateur. Enfin, un truc comme ça, plus convexe, concave ou quelque chose comme de cet endroit-là. Ouais. Si on est dans le rond, dans le carré, c'est aussi
Je pense que tu utilises des formats carrés aussi parce qu'il y a ce truc-là de concave, convexe, non? Oui, c'était une façon en plus au début de travailler le paysage d'une manière particulière, puisque je n'utilisais pas des formats paysages, et puis de renvoyer à la photographie moyen format que j'utilisais par moment pour mes repérages ou au cinéma, puisque je présentais parfois ça comme des séquences. Ici, on note que ce sont des formats figures, donc c'est encore un travestissement du format, et en même temps, est-ce qu'il s'agit bien de paysage ici, mais peut-être de portrait aussi. C'est Donc, portrait de c'est cette paysage. ambiguïté. Voilà. Portrait d'espace, quoi. Ouais. Portrait d'espace, c'est toujours l'espace qui m'intéresse, je m'aperçois de ça. Les jeux de l'espace entre illusion et concret. Et alors, tu as une figure aussi qu'on va voir dans le prochain tableau aussi, c'est pour ça que j'en parle dès maintenant, c'est cette figure du premier plan, c'est-à-dire tout en bas du tableau, c'est une espèce de truc frontal comme ça, qui vient boucher. On ne sait pas trop si ça ramène à l'image ou si ça ramène au premier plan d'un tableau. Enfin voilà, il y a un truc comme ça, une ambiguïté qui est assez belle. Ça, c'est... Oui. Ouais. Quand j'y pense maintenant, je me dis, tiens, est-ce que ça viendrait... non, ça ne vient pas de ça, d'Ibn Cord. Tu vois des artistes comme ça qui peuvent jouer avec ça aussi. Mais je l'ai découvert plus sur le tard, en fait, en réalité. Faut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'expos en France ou à Paris de d'Ibn Cord. Oui, c'est ça. Ouais. Mais je me dis que oui, il y a ce jeu-là de créer l'illusion, la contredire, créer une ambiguïté entre les deux. Est-ce que ce que l'on regarde, c'est vraiment ce qu'il faut regarder ou est-ce qu'il y a autre chose? Enfin, jouer sur toutes sortes d'appréhension et d'interprétation de l'image. Et là, pour ce tableau-là, tu as abandonné le plexiglas. Et oui, ça fait 3-4 ans. Et bien alors ça me coûte moins cher, ça me prend moins de place, ça s'abîme moins. Je me suis dit que cet écho à la dimension photographique, à la vitre, à la fenêtre, cette façon de créer de la distance, ne m'était peut-être plus nécessaire. Peut-être que les images d'elles-mêmes avaient un discours, ou faisaient écho à cette question de la photographie ou de l'image dans la peinture. Je ne sais pas si c'est un bon choix. En tout cas, ça a contribué à alléger mon esprit et mon temps. Et tu continues à faire tes cadres toi-même, par contre, ou c'est des cadres... Oui, ce sont les caisses américaines que je peins sur les couleurs souhaitées et au format. D'accord. Et les couleurs, elles changent en fonction du tableau ou c'est important pour toi? Non, c'est une série un peu stricte, un espèce de gris moyen, un peu neutre. Je tentais parfois des cadres bois nu chède, mais effectivement, la teinte du bois joue dans l'image. Il me semblait que la cernée par un petit liseré gris était plus neutre et jouer quand même, parce que là, tu as appuyé sur un point qui est important pour moi, c'est que ce ne sont pas des tableaux que les gens vont encadrer ensuite. C'est moi qui prends en charge cette dimension-là, encore une fois, parce qu'il s'agit d'un objet pictural dans l'espace, qui a une matérialité, une épaisseur, et parce que dans ma composition, il joue aussi. Donc, je sais quand je réalise une composition, j'anticipe et je prévisualise l'effet de la marge, du cadre qui vont jouer ensuite. Donc, il n'est pas innocent qu'il y ait des lignes comme la ligne horizontale grise dans le tableau qui est redoublée par la ligne du cadre. Bien sûr, enfin en largeur, on est là dans la même largeur presque. Voilà, on joue comme ça. Ouais. Et on va finir par le dernier tableau qui est donc le paysage 213. Je vous rappelle qu'on était au paysage 5 au début. Donc voilà, entre-temps, il y a eu du boulot. Et donc là, on est en 2021. Et c'est un tableau qui donc qui n'est pas très facile à voir pour notre Twitch parce qu'il est très large. Et il fait 1,62 m sur 5,20 m. Voilà. Donc les pins parasols. C'est le maximum de ce que je peux faire dans l'atelier, puisque ça touche de chaque côté des murs. Et on retrouve ce très très beau, ce premier plan là bleu qui marche très très bien. Alors c'est un tableau, c'est un tableau, ce sont 4 tableaux qui en font qu'un, qui jouent d'un cinétisme un peu cinématographique avec cette pellicule, cette bande de pellicule, qui est un peu comme un travelling, avec en fait un jeu, puisqu'il y a des ruptures entre chaque image, à la fois des ruptures et des continuités, donc il y a quelque chose qui semble aberrant. Qui fait qu'il y aurait des espaces manquants, et ça m'intéresse toujours, notamment dans ces polyptyques, la question de l'espace entre les images. On a évoqué, je crois, on était ensemble ces derniers jours, la phrase de Godard, il n'y a pas des images, mais des relations entre des images. Ça participe de ça joue avec ça aussi. Et puis c'est un travail qui est un peu, comme ça, aimable. Un terme de Denis Laget, ça, quelque chose d'aimable, une peinture aimable.
Mais voilà, on n'est pas dans une violence particulière, on n'est pas dans une construction extrêmement prise de tête ou qui laisserait la moitié des spectateurs sur le carreau parce que ça s'adresserait qu'à des spécialistes ou des initiés. Donc on peut l'apprécier comme ça de manière très douce, comme presque des souvenirs de vacances. Et ça participe de ça, puisque moi, ce sont des paysages d'enfance ici. On est dans le sud de la France, autour des îles d'Hyères, Porquerolles en particulier. Mais il y a cette bande-là que tu notais, qui n'était pas anticipée pour le coup. Enfin, je savais que je voulais jouer avec un soubassement dans cette image, c'est une grande bande horizontale qui courait. Mais au début, j'étais plus réaliste, avec de l'eau, avec des reflets, comme une côte à laquelle on aborde. Et c'est au cours du travail que j'ai trouvé ce principe de l'aplat, un peu Roscoe, si on veut, et dont j'ai ajusté la teinte. Je crois que ça a connu de l'orange, du mauve, Ah oui, d'accord. avant de trouver cette espèce de bleu-là. Il est beau, hein. Il pète, c'est impressionnant. À part le bleu du ciel, ça marche bien. Et d'un coup, je trouve qu'il y a on cherche le crime. Il y a un truc comme ça. Ouais. Il y a un petit côté cinéma aussi, Ouais. suspense, peut-être scène dont il manquerait les protagonistes. Et il y a un côté Antonioni aussi dans ce que tu fais, je trouve. C'est-à-dire dans Ah ben, c'est- j'aimerais, oui. Oui, oui, non, mais c'est très. Enfin, Antonioni qui finit ses plans, d'un coup, il va finir sur un mur ou il y a un mur au premier plan. Enfin, ce truc-là Ouais. d'être légèrement décalé pour avoir un Ouais, j'aime vertige, beaucoup. quoi. Ouais, chercher le C'est vertige. une référence absolue en Carrément bâché, cinéma. quoi. Mais, bah, voilà, tu vois, ça Euh, passe. mais je suis content si ça passe, ça transparaît, Mhm. parce que j'ai une fascination pour ça. Et sa façon de faire monter l'angoisse ou des choses dans des plans très nus, Mhm. euh, qui me fascine, oui. D'accord. Bon, bah, ça passe bien alors. Alors, on va passer à la deuxième partie de notre émission. Je t'ai demandé une peinture de l'histoire de l'art qui était importante pour toi et tu m'as proposé un autoportrait de Rembrandt qui est au Kenwood House à Londres. J'avoue que je ne suis jamais allé, je ne sais pas quelle tête ça a. Et c'est un autoportrait un peu particulier parce que Rembrandt, je crois qu'il a fait une cinquantaine d'autoportraits, mais celui-là, il y a deux gros cercles bizarres derrière. Voilà, je Ouais. te laisse nous en parler. Il y a plusieurs interprétations possibles. Je ne vais pas rentrer dans un travail d'historien, hein. Mais C'est si, enfin, ce que tu as envie. ouais. Ce qui est, si j'ai, enfin, c'est une question difficile. Choisir une référence absolue. On Hmm. a tous des dizaines et des dizaines de références et elles peuvent bouger suivant les périodes et tout au cours de la vie. Mais il se trouve que au tout départ, enfin, c'est une référence que j'ai eue quand j'étais encore adolescent, puisque j'étais, peut-être certains connaissent cet abonnement-là, c'était quoi, les regards, je ne sais pas, des fascicules qu'on retrouvait chaque mois euh, et qui nous donnaient un aperçu d'un artiste, d'un peintre Hmm. important de l'histoire de l'art. Donc, il a dû commencer avec Van Gogh, puis Monet, puis etc. Et ça balayait comme ça tout ça. Je crois qu'on avait une VHS à l'époque, ça parlera à quelques-uns, qui l'accompagnait. Sachant que toutes les VHS du monde ne sont pas disparues du monde puisqu'il reste le plastique. Donc, c'est toujours moi, je me demande où sont les VHS. Voilà. Mais bon. Moi, j'ai encore le caméscope et tout, hein, donc, Ah oui, d'accord. Non, mais toutes les voilà. cassettes vidéo qu'on avait noires, là, enfin, voilà, tout ce Ouais. truc, ce bout de plastique énorme, où est-ce qu'il est passé dans le monde? J'aimerais bien savoir. Ben voilà, donc c'est commencé comme ça. Moi, je regardais ces magazines, je tombais sur Rembrandt. Hmm. J'ai pas une culture de l'art ou une éducation là-dedans. Et notamment, dans ces magazines, on a des gros plans. Euh, et c'est là que j'ai pu toucher, enfin, à travers l'image, à la matière. Et j'étais fasciné par cette façon de poser la touche assez empâtée, Hmm. euh, avec une aisance, une virtuosité particulière. On n'est pas loin de Velázquez. Euh, et j'ai trouvé ça très charnel, très puissant, avec un sentiment de présence absolue. Il n'y avait pas de narration, pas d'anecdote, mais là, on était vraiment dans le face-à-face et le ressenti. Une certaine chaleur aussi, parce qu'on sent dans des fonds, des fois, de terre rouge, Hmm. et qui sont toujours apparents en réserve également. Donc mon travail de réserve vient sans doute d'une résurgence ou d'un souvenir de ce travail-là. J'aime moins ces travaux de jeunesse, mais j'adore quand il se libère de tout ça à la fin de sa vie. Et quand il peint ce tableau, en plus, il a fait un petit peu faillite, donc c'est un peu touchant aussi, je trouve, ce face-à-face avec lui-même au soir de sa vie, où il affirme son métier d'artisan, avec sa coiffe, sa palette, des choses très esquissées, très jetées.
Même des fois creusé, parce qu'on voit des traces de. Il creuse avec le dos du pinceau. Les cheveux, les choses comme ça, avec le dos ouais. du pinceau, là. Voilà, c'est simple, évident. Dans la paupière, là, on le voit aussi. Mais... Ouais, j'aimerais atteindre ça un jour, quoi. Et ces cercles, alors, ça t'intéresse ou pas plus que ça? Dans la composition, on voit qu'ils sont assez efficaces. Que quand on les enlève mentalement, il se passe quelque chose de moins bien. Après que ce soit l'évocation de planisphère, mapmonde, enfin des choses qui étaient accrochées dans les appartements à l'époque, ou que ce soit un clin d'œil à la perfection du geste au métier de l'artiste qui saurait faire d'un seul coup de geste un cercle parfait. Ouais. Oui, plus. Oui, voilà, dans la composition, ce sont des éléments comme ça, peu importe, je ne me pose même pas la question ensuite de l'évocation narrative ou allégorique. D'accord. Mais par contre, plastiquement ils sont là, ça tient, je comprends. Et je trouve ça super. Ok. Et alors, je t'ai demandé une peinture d'histoire de l'art que tu n'aimais pas, que tu ne comprenais pas ou que tu rejetais. Et alors, ça m'a étonné parce que tu m'as proposé un autre artiste, j'ai oublié lequel, mais tu m'as proposé Barnett Newman avec Blackfire. Alors, j'aimerais savoir pourquoi tu aimes. Alors, ce tableau est très grand. Je vous invite à le chercher sur Internet pour voir. Voilà, il est très grand. Et je trouve qu'il y a un rapprochement à faire dans la ligne un peu tremblée là de. Tu peux nous en parler? Alors, c'est difficile hein, parce que tout comme pour les artistes qu'on aime, il y en a plein, généreux en amour. Ceux qu'on aime moins, qui nous indiffèrent, il y en a quelques-uns. J'ai évoqué peut-être Raoul Dufy, qui ne me parlait peut-être pas tellement. C'est ça, ouais, j'ai oublié. Ouais, il y en a quelques autres comme ça. Un peu par hasard, je me suis dit, tiens, Barnett Newman, parce que pourquoi pas, il y a des choses qui pourraient m'intéresser dans la composition, effectivement. Dans l'histoire, je le comprends tout à fait. Mais disons que ça fait partie de ces choses que je comprends intellectuellement, dont je reconnais la place ou l'importance, mais qui ne me touchent pas de manière sensible. Ça dépend vraiment de chacun, et puis ça peut changer au cours du temps. Il y a des choses qu'on aimait, qu'on n'aime plus, et inversement. Mais oui, pour dire que j'ai une approche qui est tellement intuitive et sensible que je me rends simplement au sentiment, en face de la chose. Est-ce que ça me fait vibrer ou pas? Est-ce que ça me touche? Est-ce que j'ai envie de pleurer ou pas? Il se trouve, malheureusement pour moi, sans doute, que devant Barnett Newman, je reste un peu de marbre. T'es pas séduit, quoi. Voilà. Pas séduit, mais je ne condamne pas pour autant. Non, non, bien sûr. Et tu comprends tout ce tremblé. Encore une fois, moi, ce que je trouve assez émouvant quand même, c'est ce côté très. Alors déjà, il signe de manière un peu pathétique, moi je trouve, avec son nom en bas à droite, ce qui est quand même assez gros. Enfin voilà, il signe à la courbée pour un peintre abstrait. Mais ce jeu de trembler comme ça très d'un coup, c'est comme si on avait un truc de formalisme très fort et puis il veut laisser de l'humain quand même dedans. Ça, c'est quand même ça peut être touchant, quoi. Ouais. On le retrouve chez certains formalistes, pardon. Et j'avais aimé ça aussi. C'est pour ça que je m'étais inscrit dans l'atelier de Jean-Marc Bustamante pour cette espèce de délicatesse parfois très tactile dans certains travaux, malgré la distance. Robert Heinlein ou des gens comme ça. Ouais. Voilà, parfois il y a des choses qui me touchent. Et pour celui-ci, je dirais que en réalité aussi, je voulais parler de la matière parce que il y a quelque chose qui est un peu plus rêche. Et d'autres peintres, d'autres courants, figuration narrative par moment. Je pense parfois même des tableaux de Cueco ou de Fromager qui ne me touchent pas parce que j'ai presque une répulsion par rapport à cette matière très près de la toile et peu sensuelle. Ouais. Voilà. Donc c'est ça, sans doute ce qui me manque et ce que je retrouve et que j'apprécie chez Sean Scully. D'accord. On voit la différence. Cette charge, une charge des sous-couches, quoi, on va dire. Voilà, après moi je suis Rebérol, tout ça, le roi, donc on est loin là. D'accord. Et alors je t'ai demandé une œuvre qui avait nourri ta pratique et tu m'as proposé un film que j'ai pas réussi à récupérer, à pirater sur Internet alors que j'ai l'impression d'être super fort, mais non, j'y suis pas arrivé. C'est Winterbill 2 Winter Tales, un film sur Per Kirkeby par Jesper Jargil. Alors je crois que tu l'as vu un peu par hasard, c'est ça? Parce que tu m'as expliqué, je t'ai demandé. Oui, alors Kirkeby, moi j'ai découvert ça autour des années 2000, début 2001, 2002, je crois. J'étais à l'époque étudiant aux Beaux-Arts de Toulon, dans le sud, et dans une école qui était plutôt vouée à un certain art conceptuel, disons des prolongements de Fluxus et autres. Ouais, une école d'art dans les années 2000. Voilà, c'est ça, où il était quasiment interdit de peindre, et surtout pas à l'huile, et surtout pas sur toile. Si on posait la toile sur un chevalet, et si on faisait un tableau figuratif, là c'était
la provocation absolue. Et donc, tu as vu qu'il y en avait d'autres dans le monde qui avaient le droit. Et voilà, il se trouvait qu'à côté, il y a un centre d'art très bon qui s'appelle l'Hôtel des Arts, qui présentait Kirkeby à cette époque. Kirkeby, pour ceux qui veulent le dire à la danoise. J'ai découvert ce travail-là. Danoise, on dit comment? Il paraît que le Y serait prononcé plutôt U. Ah, ok, ça c'est pas mal. J'aime bien faire un genre de truc snob. Kirkeby. Ok. Kirkeby. Mais si tu dis Edvard Munch, personne ne comprend. Munch. Ouais. Oui, bah ça va. Voilà. Donc Munch, tout le monde comprend, même si c'est pas beau. Je crois qu'il faut dire Munch, non? Oui. Mais en français, voilà. Oui. On le francise. En tout cas, j'ai découvert ce travail-là et que faire de ça? Parce que je me dis, effectivement, ça ne correspond pas à ce qu'on me dit qu'il faut faire. Ça ne correspond pas à ce que je connaissais et que j'avais apprécié par ailleurs. Et pourtant, ça me touchait infiniment, à la fois par la force et puis la subtilité des rapports, des compositions. Enfin, c'était difficile à dire. Et donc, quand j'arrive à Paris, je vois qu'il est programmé à la Maison du Danemark ou à l'Institut, je ne sais plus. Mmh. Et puis, j'ai la chance de voir dans une salle un petit film qui est projeté où on le voit travailler. On le voit commencer un tableau, d'ailleurs. Punaise, il agrafe la toile au mur. Et on le voit lutter avec pendant plusieurs séances jusqu'à ce qu'il trouve de manière assez intuitive et laborieuse l'accord, enfin l'équilibre parfait. Je me rappelle, à la fin, il a ce geste avec les mains et il dit là, ça tient là, comme ça. Et puis il s'assoit sur son fauteuil, il fume un cigare gros comme un barreau de chaise. Et là, je sentais des affinités, je comprenais un peu ce qui se passait. Et depuis, j'ai une grande affection pour cet artiste décédé récemment. Il écrivait aussi, d'ailleurs. Il y a des écrits de Kirkeby. Et oui, j'avais lu Manuel, je crois, ça s'appelle. J'avais lu ce livre. Ouais. Il y avait Bravura, deux livres que j'ai de lui, qui étaient édités notamment par le Musée d'Art moderne à Paris à l'époque. Et puis il sculptait aussi en bronze et ses grandes constructions en briques. Voilà. Et un appel aux institutions. Il y a une Europe qu'on peut faire qui est facile, on n'a pas besoin de langage, c'est l'Europe des peintres. Parce qu'il y a beaucoup de peintres en Europe. On pourrait faire des grandes expositions super qui tourneraient de partout. Wow. Bon, voilà. Désolé de penser à ça. Alors, je t'ai demandé un livre sur l'art qui t'a influencé et tu m'as proposé un livre de Armand Dupuis, un poète qui s'appelle Van Gogh, Buraglio, Mon père et les autres. Et c'est aux éditions L'Atelier Contemporain. Est-ce que tu peux nous en parler de ce livre-là? Avec plaisir, oui. Ouais. Là encore, c'est difficile parce que à chaque fois, il faut choisir un. Oui, bien sûr. Choisir, c'est renoncer, c'est trahir. Donc, j'ai des dizaines de livres qui m'ont marqué et que j'aurais pu partager. Mais là, j'ai voulu faire découvrir éventuellement un contemporain, puisque quelqu'un qui est de notre génération, qui a une quarantaine d'années, qui est poète, mais qui s'intéresse beaucoup à l'art, à la chose artistique, qui a beaucoup écrit là-dessus, qui accompagne mon travail depuis 10 ans. C'est Armand Dupuis qui a réalisé le texte de cette fausse monographie publiée récemment à l'Atelier Contemporain également. Et ce que j'aime assez dans son approche, c'est qu'il ne s'agit pas d'un essai traditionnel avec une sorte de distance universitaire qu'on pourrait avoir, mais de quelque chose qui tient à la fois de l'autobiographie, comment il regarde l'art, comment ça le traverse, comment parfois il le déteste, parfois ça lui crée des doutes, comment tout se mêle. Et j'aime assez ces formes qui sont par moments, dans son livre, on dirait que c'est un essai qui sera à la fois un récit, des faux confessions, témoignages. Par moments, c'est très cinématographique. On a l'impression qu'on est plongé dans quelque chose de très impressionniste, des images. Et parfois, on a un recul réflexif. Donc, ça fait partie des choses hybrides qui m'intéressent. Et que je conseille donc à tous et à toutes de lire, parce que c'est vraiment un livre pour les peintres et pour les artistes, un regard de peintre. Et d'ailleurs, moi, je conseille à tout le monde d'aller voir le site de l'Atelier Contemporain, parce que c'est une maison d'édition, je crois que c'est alsacien, c'est ça? Oui, basée à Strasbourg. Voilà, assez étrange. Elle publie des dizaines et des dizaines de livres. Moi, je suis inscrit à leur newsletter. Il n'y en a pas une newsletter que je n'ai pas regardée où il n'y avait pas un livre que j'ai envie d'acheter. C'est-à-dire qu'ils ont une publication qui est super intéressante sur la peinture. Hein. Et donc, notamment, ils t'ont publié, toi, plusieurs textes, je crois, Oui. Parce que tu as une activité d'écrivain aussi très forte. Tu écris beaucoup. Et notamment, tu as un blog que je vous conseille de lire sur ton site internet. Et ça, c'est quoi que dans ta pratique tu parles des autres peintres, tu parles tu parles de ta peinture, tu parles de plein de choses, ou tu parles de l'histoire de l'art aussi. Ouais. C'est important. On est un peu solitaire, mais un peu solidaire aussi.
parfois, l'écriture me sert à essayer de prendre du recul sur ce que je fais, comprendre ce que je fais. Mais la plupart du temps, c'est orienté vers les autres. C'est comment certains travaux, certaines œuvres d'artistes qui me sont contemporains souvent, me sollicitent, me perturbent, me remuent, m'émeuvent. Et j'essaie d'y répondre de cette manière-là. Parfois, j'ai grand plaisir à accompagner et soutenir des œuvres naissantes. Donc, réaliser des préfaces pour des jeunes artistes dans des catalogues. Oui, ça, il fait ça pour Montluçon, je crois. Shaker à Montluçon. Pour Shaker, j'ai un officié à abonnement. plusieurs reprises. Oui. J'ai fait quelques préfaces. Et ça te nourrit aussi pour ta peinture ou pas, de travailler sur les autres? C'est ça que... Alors, ça doit être un chemin très périphérique ou très elliptique. Mais toujours, on réfléchit à ce qu'on fait, on réfléchit à font les autres, comment on regarde et qui fait quoi. Donc, tout ça se mêle, bizarrement. Et oui, et puis après, ces articles-là sont publiés ont été publiés en somme chez l'Atelier Contemporain, et un deuxième volume est à paraître prochainement. Ça fait combien de pages en tout? C'est monstrueux, non? Le prochain, pour l'instant, j'ai envoyé le manuscrit, il fait 300 pages, mais le précédent, et c'est toujours 200, dans les éditions. Et les éditions sont très belles, c'est des beaux papiers. Moi, je vous conseille, il a fait un entretien entre Crémonini et Régis Debray. C'était super bien, un super beau livre, vraiment super, super intéressant. On s'aperçoit qu'il y a plein d'artistes, plein de peintres qui écrivent, donc on a oui. Surtout, on se rend compte qu'il y a plein de travail parce qu'il y a vraiment plein de choses à sortir, quoi. Alors, je t'ai demandé un peintre contemporain que tu aimais et tu m'as proposé le peintre irlandais Sean Scully avec un tableau. Alors, j'ai choisi le tableau qui s'appelle Doric Lights, qui est un petit tableau de Sean Scully, mais comme ça, on peut voir des très bonnes. On voit la matière. Et je dois dire que moi aussi, j'adore ce peintre. Et je tiens à vous partager un plaisir que j'ai eu un jour, notamment à Montluçon, à côté du Auchan de Montluçon. Donc, tu vois où c'est, à côté de Bien-Assis. Voilà. Et j'étais dans un McDo. Et dans le McDonald's, ils avaient fait une décoration Sean Scully. Et j'avais trouvé ça incroyable. Voilà. Ça, effectivement, j'avais noté que dans les McDonald's, que je ne fréquente plus aujourd'hui, mais... désolé, c'était il y a longtemps. Ça boycottait. Moi aussi, j'ai eu des faiblesses à une époque. Mais oui, ils décorent souvent leurs intérieurs de restaurants avec des reproductions de grands abstraits américains. Et puis bon, ils ont trouvé un Irlandais aussi au milieu. Et d'un coup, c'était très joyeux. J'aime beaucoup ça, c'est amusant. J'en ai parlé il y a 2 jours peut-être en croisant Denis Lager, qui trouvait ça trop mou. Ah oui. Mais c'est une rencontre pareille que Kirkeby. Même endroit, Hôtel des Arts, même période, où je tombe là-dessus. Et a priori, on pourrait dire qu'en tant que figuratif, ce n'est pas ce qui m'intéressait. Mais je me sens de grandes affinités avec cette peinture-là. J'aime beaucoup ce sentiment de présence massif, presque minéral, de l'ordre du monolithe, du mégalithe, quelque chose de primitif. Parce que les cadres sont souvent assez épais, des châssis épais, et souvent de grands formats, et d'une élégance ou d'une évidence qui me touche. Oui. Il y a aussi ce goût de la matière et de la sous-couche, c'est-à-dire qu'on sent une charge, c'est-à-dire que ça a beau être des traits blancs, on sent la couleur derrière, quoi, qui est une espèce de poids comme ça qui... Oui, avec cet effet de réserve, puisque c'est similaire à ce que je fais dans le fait que les couches du dessus viennent pas recouvrir intégralement la couche du dessous. Donc, entre chaque partie, il y a des zones de friction, d'intermédiaire où on voit transparaître la première, et qui viennent parfois l'éclairer parce qu'on a ici des rouges qui viennent sous un travail plutôt en grisaille et qui viennent éclairer les gris colorés. Des gris foudre, je trouve. On dirait quelque chose de très, très mat là-dedans, très, très étrange. Et est-ce que tu pourrais essayer de décrire ce que c'est que, comme je sais que tu es écrivain, ce plaisir du tremblé qu'il y a dans ces tableaux-là? Tout est un peu flottant quand même. La grille moderniste est un peu molle, quoi. Voilà. C'est ça, c'est à la fois strict, parce qu'il a des tableaux parfois avec des bandes des séries précédentes, Catherine, où c'est peut-être plus net. Mais là, la grille est là, mais elle est un peu infléchie, un peu gauchie. Moi, j'aime beaucoup de travaux en général, mais même des artistes bruts ou naïfs, où il y a une tentative d'arriver à quelque chose, mais humain, trop humain, on est un peu rattrapé par quelque chose d'autre, de manuel, de fragile. Et j'aime ces grands élans que je retrouve dans l'architecture moderniste, par exemple, des grands élans rattrapés par le réel, un peu défraîchis sur la suite. Donc il y a une mélancolie douce comme ça entre la perfection de la structure géométrique
et une humilité, une humanité touchante. C'est-à-dire, tu penses par exemple au filet anti-crotte de pigeon à Beaubourg, des choses comme ça, quoi. C'est ça qui te plaît. Oui, si je ne pensais pas forcément à ça, mais La non, je voyais BNF, où ils ont mis des couches pour enfants dans les coins parce que les gens se cognaient la tête, les enfants se cognaient la tête et oui. les genres de choses. Et là, c'est le réel, oui. Le réel, c'est quand on se cogne, hein, disait Ouais. Lacan. On n'avait pas prévu que ce soit une couche. Ouais. Et donc, alors, est-ce que c'est de l'humanité ou de la malfaçon ou c'est quoi le. Ah. C'est quoi cet enjeu de trembler, quoi. Ouais, cet enjeu Ça de. peut être, ça Parce que peut je pense être que ça serait même. nul. Ce Sean Scully, il serait nul si il était raide, hein, ça c'est Ouais. sûr. Ouais. Il faudrait Oui, essayer d'ailleurs. Ouais. j'aime aussi, enfin, parfois, quelque chose qui est très enlevé ou qui est. Disons qu'il regarde au-delà de la structure elle-même, peut-être. C'est ça, ce trouble qui viendrait d'une focalisation qui serait pas placée sur la surface. Hmm. Ce qui fait que l'enjeu n'est pas là. L'enjeu va être dans une harmonie qui dépasse tout ça, qui intègre tout ça et qui le réalise. Ouais, une charge. Un truc Voilà. comme. Ouais. C'est tout ce que je disais tout à l'heure par rapport à la figuration pour moi, c'est-à-dire que je ne me focalise pas sur est-ce que c'est bien droit, est-ce que la perspective est juste et renaissante, Hmm. est-ce que les couleurs sont fidèles, réalistes, puisque je vise un peu ailleurs. Donc ça, on peut être un peu négligent vis-à-vis de ça, parce que l'essentiel n'est pas là. Et là, on parlait d'humanité, enfin de ce tremblay-là, et d'un coup, je t'ai demandé une peintre contemporaine que tu aimais, enfin un peintre français que tu aimais. Et tu m'as proposé Claire Chénier, qu'on a déjà reçu ici, donc on va vous mettre le lien YouTube de notre interview. Et Claire, justement, elle est dans un rapport presque à s'effacer, c'est-à-dire qu'elle m'a engueulé parce que je parlais de fabrique en peinture, parce qu'elle ne veut pas que ça se sente, c'est-à-dire qu'elle veut se laisser dépasser par les choses et que d'un coup, on ne voit pas le travail, quoi. Voilà, c'est Oui, comme une présence, pour le coup, où il n'y a même pas le corps, quoi. Enfin, où il y a quelque chose de voilà, très oui. vaporeux. Tu peux nous en parler? Et oui, c'est un travail qui, a priori, quand on le regarde, peut être très, très éloigné du mien, justement, où je suis sur châssis, en mettant des cadres par-dessus, des vitres, avec une épaisseur, beaucoup de matière, quelque chose de laborieux, de figuratif, enfin bref, ça serait presque l'opposé. Et pourtant, c'est un travail qui me touche infiniment, cette délicatesse, le sentiment de présence que je cherche à obtenir, qu'elle obtient de manière plus radicale, avec des moyens très, très légers, très, très fluides. Je me suis aperçu que j'ai écrit à de nombreuses reprises sur son travail, donc ce qui trahit sans doute une obsession et des préoccupations similaires, communes. Hmm. Je sais qu'elle lit beaucoup de poésie, je sais qu'on a des références communes quand Elle écrit on a un peu aussi, échangé. en Hmm. cachette. Elle écrit un peu en cachette aussi. Et elle écrit aussi, oui, je Hmm. sais, et pas que pour la thèse ou le mémoire, pas que pour le mémoire, mais donc oui, on sent une élégance, une délicatesse, une dimension, une étendue. Euh, et, et moi, ça me fait beaucoup réfléchir. C'est quelque chose qui littéralement procure de l'émotion parce qu'il me met en mouvement et me donne envie de penser, d'écrire. Super. Et alors, tu as deux actualités en ce moment. Donc, en ce moment, vraiment en ce moment. Donc, une des actualités, c'est à la galerie Cesson et Bénétière à Saint-Étienne, une exposition qui s'appelle Dessin d'après, une exposition curatée par Romain Mathieu et Anne Favier. Et c'est jusqu'au 2 avril, donc c'est vraiment en ce moment. Donc, prenez C'est votre ça, train. Allez-y à Saint-Étienne. Et l'endroit est magnifique. La galerie est incroyable. énorme. Je dis ça parce que j'expose à côté de lui. C'est Juste à pour ça. Mais en côté, c'est face, ça. on est en face, en fait. Oui, Ben voilà. tes portraits me regardent. Je regarde les miens. Voilà. On les a mis pour ça. On les a mis pour regarder tes dessins qui sont des dessins donc, de désastres, c'est ça? Oui, Donc, c'est des dessins. Tu peux nous en parler un tout petit peu de ce sont cette des série petits parce que c'est dessins. un autre monde Parce qu'on a le droit d'avoir d'autres mondes quand on est artiste. Donc là, on a vu beaucoup de paysages, mais il a un autre monde qui est ce monde. C'est 400 désastres, c'est ça? Aujourd'hui, j'en suis sans doute. C'est un gros désastre. Ouais. Mais je suis désastre du monde, du coup, j'ai de quoi faire. Ouais, mais là, on essaie de t'aider dans l'actualité. Ouais. Oui, je suis ça. C'est un ensemble qui, aujourd'hui, sans doute avoisine les 400 dessins, qui a été commencé en 2015 et qui s'attache à des fragments d'architecture, de ruines, de statues, de sculptures, d'antiques. Bref, propose une lecture de l'histoire ou des traces qui ont été laissées par diverses civilisations, diverses époques et cultures
dans l'histoire. Et c'était une manière pour moi d'essayer de comprendre un peu comment on en est arrivé là où nous en sommes, situation qui semble en certains points désastreuse. Donc, ces dessins, cette série de dessins était une recherche, Une généalogie de tout ça. une généalogie, oui, de tout ça, pour reprendre un terme métier. D'accord. Et tu as une exposition également au musée Paul Dini, donc c'est à Villefranche-sur-Saône, et ça c'est jusqu'au 18 septembre, c'est ça? Tu t'y montres quoi? C'est ça. Ouais. Il y a sans doute un peu des cernes aujourd'hui parce que le vernissage était Ah, t'as pas fait. hier, avant-hier. Et voilà. Une exposition collective dans un bel espace très, très lumineux et avec des grands formats. Donc ça c'est à côté de Lyon. C'est à côté de Lyon et on Donc y je veux dévoile dire, les secrets de allez-y la quoi. fabrique. Allez-y, c'est à côté. La France est tout petit. Et alors, j'ai vu plein de questions passer sur le chat, donc on va commencer. On a un petit peu le temps, donc on va laisser notre réalisateur Nils nous en sortir quelques-unes. J'ai vu qu'il y a des gens qui disaient que c'était beau, d'autres qui disaient que c'était fou, comme mon McDo avait du goût, mais aucun dans le domaine culinaire, qu'il y avait un petit côté David Hockney dans tes peintures. Enfin voilà, je laisse Nils se poser des questions. Oui, une première question. Le format carré n'est pas simple à composer. Pourquoi s'imposer ce format au début de vos travaux? Ah, ça m'intéresse. Sans doute pour éviter l'évidence du format paysage, de réaliser un paysage sur un format paysage. Mmh. Et c'était pas évident à composer. En tout cas, ça induit des compositions particulières. On sort des règles classiques, des 2/3, 1/3, et de tous ces principes-là qui m'intéressent peu. Et on a quelque chose d'une dynamique centripète, c'est-à-dire que je voulais qu'il y ait une certaine densité dans l'image, et le carré s'y prêtait bien pour tout rassembler, créer une certaine densité. Et tu crois pas qu'il y a... Alors moi, je pense qu'il y a aussi ce côté, le cercle dans le carré, qui fait que d'un coup, on est amené à ça. Et moi, j'avoue que j'étais arrivé aussi à faire des carrés parce que je voulais pas faire des paysages où Dieu était dedans. C'est-à-dire que je trouvais ça agnostique de faire des tableaux carrés plutôt que, je sais pas ce que tu en penses, hein, mais le fait que de mettre la terre au même niveau que le ciel, enfin, toi, qu'il y ait ces trucs-là, pas de hiérarchie, c'était une manière de mettre du réel sale, brut comme ça. Avec cette question qui évidemment nous taraude maintenant qu'on a fait 2 jours de conférence, 2 jours de travail à Saint-Étienne à propos de la peinture et du numérique, c'est pourquoi on s'est retrouvé à faire des tableaux qui vont bien dans Instagram. C'est ça. Moi, j'ai essayé d'éviter ça, pardon, oui, beaucoup au départ. D'éviter quoi? Des choses qui seraient trop déterminées par les moyens de communication. Ah oui, mais tu y es retombé sans le vouloir. C'est-à-dire que tu avais inventé le carré avant Instagram, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est vrai qu'Instagram, c'est carré. Ah oui, c'était pour ça que je... Oui. Ouais. Et ben, c'était pas du tout pensé comme ça, puisque, bien sûr. Ouais. Puisque j'ai mis du temps. En 2010, en 2005, il n'y avait pas d'Instagram. Hein. Oui. Voilà, en plus. Non, moi, c'est venu aussi vraiment des formats, je disais moyens formats à chambre, photographique. Ah oui, d'accord. Photographie, c'est la photographie. Ouais. Ces compositions-là. Et puis de la bande, incidemment, de la bande cinéma, enfin, c'est pas du carré, mais j'arrivais à obtenir des séquences qui étaient presque comme des séquences cinématographiques en exposition. D'accord. Une autre question? Quel est le rôle du dessin dans votre travail? Alors, je ne dessine pas au préalable mes tableaux. Je laisse toujours une part très flottante dans l'exécution, ce qui me permet de ne pas épuiser le désir avant d'avoir commencé à travailler. Je préfère partir à l'aventure et me jeter, quitte à tout perdre. Des fois, je répète aux étudiants que la différence artisanat et art, pour moi, ça serait que l'art, c'est un moment où on peut rater. On peut toujours rater. D'autant que j'ai l'impression, malgré le métier, les années, je pars toujours un petit peu à l'envers dans la réalisation d'un tableau. Donc, je ne suis pas à dessiner. J'utilise plutôt l'appareil photo comme carnet de croquis, carnet de notes qui me permet d'enregistrer des détails, des lumières, des compositions, des points de vue. Et donc, le dessin, quand j'en fais, c'est une pratique tout à fait périphérique avec cette série de dessins qu'on évoquait précédemment, qui est vraiment parallèle, mais sans vraiment d'interconnexion entre les deux travaux. Et sur la toile, tu vas directement à l'huile, quoi. Il n'y a pas... Oui. Okay. Au gros pinceau, jeté comme ça, avec des coulures, des taches. Et tu en rates beaucoup ou tu récupères après à chaque fois? Ça t'arrive de jeter des toiles ou...
Eh bien, sous chaque tableau, il n'est Ouais, il y pas en a rare plein. qu'on puisse trouver un ou deux tableaux précédents D'accord. radicalement différents ou bien à peine décentrés, décalés. Donc il y a beaucoup... tout se fait de manière très empirique. Hmm. Pour voir, je le fais sur le tableau lui-même et puis de temps en temps, on tente des trucs complètement fous juste pour vérifier que ça ne va pas, quoi. Et puis on attend que ça sèche et puis on recommence. Une autre Donc question, ça nourrit Nils? tout ça, ça Pardon. contribue à nourrir, à donner de l'épaisseur et du corps à la toile. Hmm. Et encore une fois, c'est comme tu vois une plante pousser, quoi. Oui, oui, oui. Il y a quelque chose d'organique ou une concrétion. Ouais. On parle toujours de monter le tableau. Monter à la vue, Complètement. comme dirait Mireille Blanc. Ouais. Oui, oui. Les fonds m'ont l'air souvent ocre-jaune dans vos peintures. Pourquoi? C'est une constante, effectivement. Enfin, il y a Mais il est de beaucoup d'ocre Marseille. jaune. Pardon? T'es de Marseille, c'est pour ça. C'est Enfin, là, ça. maintenant, tu habites à Lyon, mais t'es des origines marseillaises, c'est ça? Mais je suis d'origine marseillaise. Ça s'entend pas? Non, pas trop. Un tout petit peu. C'est la peinture orange que je mets par de fond. Non, les fonds, il y en a des ocres jaunes, il y a des verts d'eau, il y a des rouges anglais. Il m'est arrivé parfois de faire des mauves. Ouais, c'est Euh, peut-être le hasard de la sélection que tu as faite là. Mais, oui, ouais. peut-être. Quoique les Visage. pins étaient sur fond rouge orangé. Ah oui? Ok. Donc ce rouge qui vient brûler par-dessous, transparaître, qui évoque un petit peu presque un fin de journée, début de soirée où le rouge commence à monter avec le soleil qui se Donner de la couche. pêche au vert. Ouais. Et puis voilà, on sait qu'avec les jeux de complémentaires, c'est quelque chose qui est fréquent. Et cette première couche, comme je travaille avec de nombreuses couches et qu'elles ne sont jamais tout à fait opaques, en tout cas pas toutes, je travaille par addition comme ça de calque. Et la, la, la couleur première que je choisis va donner une température générale, une dominante, une ambiance. Et comme je cherche, je le disais encore, moins à représenter quelque chose de fidèlement qu'une sensation ressentie, ça passe par ces jeux-là de choix de teintes, de vibrations. Et le jaune est quelque chose qui me ramène beaucoup de lumière et un peu de chaleur. Une autre question, Nils? Avez-vous essayé d'autres genres comme le portrait, la scène de genre ou la nature morte avant le paysage? Si oui, pourquoi le paysage davantage que les autres? Bonne question, oui. Et en tant qu'étudiant, de toute façon, on essaie un petit peu tout. Et comme je le disais, cette série qui fait aujourd'hui plus de 200 tableaux pour les grands formats, et puis il y a toutes sortes de petits tableaux qui ne sont pas numérotés de la même manière. Je pensais en faire une dizaine. Il est présenté à mon diplôme, je crois que j'en avais 12 à l'époque. Et je m'étais dit, après le paysage, je vais peut-être faire justement pareil, une série de portraits, revisiter le portrait aujourd'hui, revisiter la nature morte, les grands genres comme ça. Ce qui ne s'est pas fait. J'avais réalisé quelques portraits par ailleurs, mais j'étais arrivé à l'idée que je ne pouvais pas représenter des personnes, du vivant comme ça, mais qu'il me fallait représenter un espace auquel le spectateur était confronté. Donc je voulais aboutir à quelque chose qui n'avait pas de dimension narrative ou anecdotique, mais beaucoup plus contemplative. Donc le paysage, c'était une manière de travailler l'étendue, l'espace qui nous concerne, et ce retournement justement qui se produit quand on est en contemplation, ou face à un paysage, on se met à faire retour sur soi-même et à penser ou à méditer. Euh, il m'intéressait que ce soit un peu la situation euh, en l'absence de l'homme. Et une référence que j'ai à ce propos, c'est ce qui m'a beaucoup marqué, le fait que mes paysages soient tous désertés, enfin, de toute présence humaine. Euh, Ce sont les photographies du fin 19e, avec des temps de pause très longs, qui fait que tout ce qui était mobile, mouvant, était Ah oui. effacé ou rendu à quelque chose d'une présence spectrale. Et le fond des choses, le décor, la ville, finissait par revenir au premier plan, comme toujours déjà là. La masse Nos présences anthropique. s'étaient renvoyées à quelque chose de passager, transitoire, anecdotique. Donc voilà, ça vient sans doute de là. Et travailler dans une chapelle ou un espace comme ça qui te serait consacré, ça t'intéresserait ou pas de faire un travail in situ toi, on te dit, voilà, tu as l'espace et Enfin, ça éclate-toi. serait... Ouais. Oui, oui, j'aime beaucoup travailler in situ parce qu'en réalité, on parle de tableau depuis tout à l'heure, mais je considère souvent que le tableau n'est pas tout à fait fini quand tant qu'il n'est pas montré. Mm. Et quand ce sont des expositions collectives, on travaille peu ça.
Mais à chaque fois que c'est une exposition personnelle, pardon, tu travailles beaucoup de ça. Ouais. J'accorde beaucoup de soin à la mise en espace et aux relations, aux circulations. Et c'est une expérience physique, corporelle. C'est pour ça que c'est quand même mieux les... C'est pour ça que c'est quand même mieux les expos monographiques. Voilà, mais moi j'aime même faire des murs, travailler la sculpture dans l'espace, etc. Donc tout ça apporte une dimension supplémentaire. Mais effectivement, un lieu, la chapelle comme Roscoe, je ne dirais pas non. Une autre question, Nils ? Dans toutes vos œuvres présentées, on retrouve le même bleu ciel et une certaine constance dans l'ambiance lumineuse. Pourquoi ? Oui, c'est presque comme si on était dans une espèce de temps suspendu qui correspond ni au matin ni au soir. Moi, donc on l'a dit, je suis d'origine du Sud et j'aime beaucoup cette violence lumineuse due au Mistral notamment. Quand tout est dégagé, c'est un peu une manière de nettoyer les choses. Et quand on enlève presque tout et qu'il ne reste plus que l'os, le dur, le solide. Évidemment, j'aime beaucoup le travail de Cézanne et autour de cette géologie-là. Et la constante sont des lieux abstraits en réalité. Hein. On n'est plus dans une scène, dans un vécu, dans une anecdote. On est dans quelque chose de suspendu et qui est à la fois évident et mystérieux. Moi, j'en avais parfois un peu marre de dire que le mystère était accroché au sombre, à l'obscurité, à quelque chose d'à peine lisible. Et je trouvais qu'il était encore plus puissant quand il se donnait en pleine lumière dans l'évidence. En disant, tiens, l'évidence, c'est amusant, c'est presque évidé. Il y a un trou dans cette évidence-là. Et quant au bleu, en réalité, c'est jamais exactement le même. Je n'ai pas une recette toute faite. Il réagit beaucoup aux couleurs utilisées dans le tableau. Mais effectivement, il soutient une espèce de note tendue, constante, comme un sustain musical. Une matité, une sourdité. Et il renvoie à aucun élément atmosphérique. Je m'interdis de dessiner des nuages, par exemple, de peindre des nuages. Ou du flou. Okay. Le temps de Cézanne, donc on l'imagine, hein, il est à Aix-en-Provence, il prend son petit truc, il va devant sa montagne, il peint sa montagne, et évidemment que ça bouge dans tous les sens. C'est-à-dire que justement, il y a du vent, les arbres bougent et tout ça, et pourtant dans ces tableaux, il y a une espèce d'unité de temps où il y a une lumière comme ça constante qui pourrait être assez proche. C'est vrai, je n'y avais pas pensé de ta peinture, qui est une espèce de... Quand tu parles du fait que c'est des espaces où les gens passent comme des fantômes et puis les espaces restent, c'est quoi cette qualité de temps pour toi alors ce serait quoi Moi, je pense que pour Cézanne, c'est Dieu qui cherche. Mais... de chercher on va dire l'abstrait du... Enfin, je me fatigue. Je cherche... non, mais de chercher ce temps de... Justement, c'est presque l'enjeu de cet espace, c'est presque le temps, justement. C'est-à-dire que d'un coup, on est dans un truc très, on va dire, à la Einstein, où les deux sont liés, quoi. Ouais. Moi, je parle parfois d'images-moments. Je peins des images-moments. C'est un moment qui n'existe pas. Oui, c'est un moment, presque dans le terme moment qui renvoie à tout et à rien à la fois. On embrasse ma mère. Pardon, un moment. Bravo. Non, c'est une façon aussi de prendre beaucoup de recul. Moi, j'aime beaucoup la grande temporalité, enfin, sortir du temps anthropologique, anthropomorphique, de cette chose-là, de nos petits agissements, nos petites gesticulations. Oui, tu as un temps minéral des matières, quoi. Ouais, le temps géologique ou le temps de l'arbre, qui est un mouvement également, mais un mouvement beaucoup plus lent et beaucoup plus qui se connote pour nous d'une certaine sérénité ou sagesse. Donc j'aime considérer les choses comme ça avec un peu de recul, les événements et tout ça. Alors, peut-être que c'est moi qui projette, mais moi, ton travail, il y a aussi de l'angoisse. Non ? Oui, mais pour moi, il y a quelque chose... Il y a un truc le monde est quand même... Il y a ce truc où c'est juste pas assez fermé pour que ça se déchire un peu, ça parte aussi en lambeaux, quoi. Qu'il y a une idée de chute, quoi. Georgian ou pas? Non, Ah oui, non, mais un truc... Oui, quand je disais couleur temp... Enfin, là, je parlais de Chomsky, mais il y a ce lien-là de... Je sais pas comment te dire. Moi, plus que l'angoisse d'Antonioni, moi, je dirais presque j'utilise souvent le terme d'inquiétude. Ça semble être une sorte de quiétude, mais elle est un peu inquiète.
intranquillité, pour reprendre Pêchoir. Non, c'est quelque chose comme ça. C'est à la fois un peu de soleil sur la tête simple, quand même, quoi. Ouais. mais ça demande une certaine attention, une certaine vigilance à quelque chose. Donc, c'est une manière aussi de nous rendre actifs et plus aiguisés dans le regard. Ok, merci beaucoup, Jérémy. C'était C'est un grand passionnant. plaisir. Merci à tous. Et on se retrouve. Donc, vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube. Vous pouvez la partager, la liker, tout ce que vous voulez. Je ne comprends rien, je ne connais rien. Mais on se retrouve la semaine prochaine avec Marc Desgrandchamps. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.